Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'ai un petit appareil pour normalement changer. C'est celui-là, je crois. Voilà, très bien. Alors, la conférence s'intitule Au loup, un retour controversé. Et puis j'ai ajouté un sous-titre. La France a-t-elle un problème avec les grands prédateurs migrants? Vous reconnaissez très bien les loups. Alors j'ai mis une image parce que c'est pas forcément. Enfin, les grands prédateurs ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Voilà, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Donc, comme m'a présenté donc Nejma, je suis en effet géographe. Je ne suis pas biologiste ou écologue, mais je m'intéresse quand même à l'environnement, puisque, en fait, quand on s'intéresse à l'environnement, et notamment à des espèces comme celle-là, les grands prédateurs, et notamment le loup, l'ours et le lynx, eh bien, on est à l'interface entre des problèmes humains et des problèmes écologiques. Les enjeux écologiques sont là, mais bien évidemment, ils côtoient, notamment ici sous nos latitudes en Europe, ils côtoient forcément des enjeux sociaux, des enjeux territoriaux et des enjeux politiques. C'est à ce titre-là que je me suis intéressé à ces questions. Voilà, on n'a pas répété avant, comme vous pouvez le constater. Donc, du paysage animal à la géopolitique et à l'analyse stratégique. Alors, comment j'en suis venu à travailler sur le loup? Donc vous voyez, je vous ai mis une donc de Terre sauvage qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, donc en mai 93, puisque en avril 93, on découvre officiellement que les loups ont fait leur retour en France. Alors, leur retour, il est peut-être légèrement antérieur, mais si on n'a pas la date précise. Première fois que les loups sont vus en France après avoir disparu, parce que je reviendrai sur leur disparition, c'est le 5 novembre 1992 dans le Mercantour, lors d'un comptage à mouflons et à chamois. Des gardes du parc, accompagnés d'autres personnes, constatent des canidés à l'allure étrange, qui rappellent le loup. Et puis quelques mois après, on découvre un cadavre de canidé, et des analyses montrent qu'il s'agit bien d'un loup. Et ça faisait une soixantaine d'années que l'espèce, une cinquantaine d'années, que l'espèce avait disparu. Alors, comment le loup a-t-il fait son retour et surtout pourquoi? Et pourquoi le géographe peut être intéressé par cela? Eh bien, je vous ai mis pour cela deux photographies. Une photographie donc de la vallée de la Drôme, une au début du XXe siècle et une à la fin du XXe siècle, même endroit, et vous voyez ce qui s'est passé. Donc vous constatez bien que le milieu qui était très humanisé, qui avait été très déforesté, qui était très occupé, même avec, on voit même l'érosion, vraisemblablement peut-être à cause du pâturage, ou bien de la coupe un petit peu trop répétée. À la suite de la déprise agricole et de la déprise rurale, eh bien, on voit que l'usage du milieu est complètement modifié, et que la végétation fait son grand retour. Et avec la végétation, eh bien, on a toute une faune, notamment ce qu'on appelle les ongulés, vous savez, les cervidés, les sangliers et autres, et leur prédateur, qui a besoin d'eux pour pouvoir se nourrir. Alors, comment j'en suis venu à la géopolitique et à l'analyse stratégique? Je vais parler assez rapidement. Là, je vous ai mis une photo d'Yves Lacoste, pour ceux qui connaissent, qui est un petit peu le père du renouveau de la géopolitique française. La géopolitique, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des rivalités de pouvoir entre des groupes. Et ce n'est pas seulement les enjeux internationaux. Au niveau de la politique internationale, ça l'est bien sûr, mais pas seulement. Et ce qu'apporte Yves Lacoste et d'autres, et ce que moi aussi j'ai essayé d'apporter, c'est de montrer que même au niveau local, on peut avoir des tensions très fortes qui relèvent de la géopolitique, des rivalités de pouvoir au sujet du territoire et au sujet de l'environnement, puisque l'environnement, c'est quand même un thème qui génère énormément de conflits. Si je vous parle de Notre-Dame-des-Landes, si je vous parle des OGM, si je vous parle du barrage de Sivins, du nucléaire et autres, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, et le loup. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cela tout à fait pertinent d'adopter cette approche-là, et je l'ai complété avec celui de mon directeur de thèse, qui est Laurent Mermet, l'analyse stratégique de la gestion de l'environnement, tout simplement parce que on s'aperçoit que ces groupes qui s'opposent développent des stratégies pour faire valoir leur point de vue, leurs intérêts. Que ce soit pour la protection de l'environnement ou contre la protection de l'environnement, parce que parfois, protéger l'environnement, ça peut nuire à certains intérêts. Les intérêts agricoles, par exemple, les intérêts du monde de la chasse,
en ce qui nous concerne. Et c'est donc avec Laurent Mermet que j'ai fait ma thèse donc à AgroParisTech, anciennement les eaux et forêts, donc à Paris. Alors les grandes questions qu'on peut se poser, qui sont intéressantes, je pense, c'est comment les grands prédateurs sont-ils instrumentalisés dans des conflits justement qui mêlent territoire, environnement et pouvoir. Et vous verrez que les enjeux de pouvoir sont assez intéressants, mais aussi en quoi ils sont révélateurs de mutations des usages de certains territoires, ou même des mutations concernant des usages que l'on ne fait plus de certains territoires, puisque comme je vous l'ai montré, il y a des espaces qui sont entre guillemets abandonnés. Et puis on pourra voir quel système de gestion peut émerger, même si il y a quelques signes d'optimisme, il y a également des éléments plus, je dirais, plus négatifs. Alors, on va faire une petite présentation générale de l'insertion du loup dans notre imaginaire, dans l'histoire. On présentera également la biologie du loup, et puis ensuite on verra un certain nombre de polémiques, et notamment celle que Nejma a très justement soulevée concernant le retour du loup, même si bon, la question est tranchée. Puis on terminera justement sur les enjeux plus politiques. Alors, quand on parle de loup, forcément, il y a une charge historique et culturelle qui est importante. Donc ici, je vous ai mis la petite statuette qui représente Romulus et Rémus, donc les deux fondateurs mythiques de Rome, qui auraient été allaités par une louve, seulement parce que le loup, un peu comme l'ours également, ça fait partie des animaux qui n'a jamais laissé l'humanité indifférente, à tel point d'ailleurs qu'elle l'a domestiqué, et elle en a fait le chien, hein, qui est, comme on dit, le meilleur ami de l'homme. Alors que, parallèlement à cela, le loup est devenu le pire ennemi de l'homme, un des pires ennemis en tout cas, dans la nature. Ce paradoxe est quand même assez intéressant, mais cette image, elle est complexe, elle est ambivalente, puisque là, vous le voyez ici, la louve, elle est symbole de fécondité. Donc on peut dire que c'est une image qui est plutôt positive. Souvent, les animaux ont rarement une image monolithique, hein, univoque. Souvent, c'est assez ambigu, c'est souvent assez complexe. Et le loup va petit à petit acquérir une image plus négative. Alors certains attribuent cela à l'Église catholique, qui va en faire une figure diabolique, certes, mais bon, le loup va aussi va représenter aussi une nuisance objective pour un certain nombre d'activités humaines, notamment dans une Europe dont la population qui augmente et qui modifie et exerce une énorme pression sur l'environnement. Et donc, comme le loup est un de ces éléments, il est forcément fortement touché. Alors, on est aussi dans l'imaginaire, hein, avec ici cette illustration de Gustave Doré sur le petit chaperon rouge. Donc le loup est en effet très présent dans nos contes et légendes, hein, dans les fables de La Fontaine et autres, où d'ailleurs il n'a pas forcément une image négative. Hein. Si vous connaissez bien les fables de La Fontaine, hein, le loup n'a pas toujours une image négative, contrairement aux idées reçues. Si vous prenez le loup et le berger par exemple, ou le loup et le chien, ou d'ailleurs le loup est plutôt une image de liberté, là encore on n'est pas dans des images qui sont monolithique, caricatural. Bon, en plus, vous connaissez peut-être aussi Bettelheim, hein, qui en a fait une interprétation très psychanalytique, le loup ne représentant pas seulement l'animal dangereux, mais également une figure du mal et de la jeune fille qui peut-être soit s'égare du droit chemin, ou bien qui découvre des choses. On dit bien, elle a vu le loup. Et dans cette continuité, également, on a bien sûr le fameux loup de Tex Avery. Alors là, vous le voyez, il est dans cette continuité justement du loup mélangeant appétit carné et appétit sexuel. Mais il faut voir aussi que Tex Avery a aussi utilisé dans les années 40 le loup dans la propagande anti-nazie, où le loup a été très clairement, il y a des dessins animés qui le montrent, avec la figure d'Hitler. Hein, vous avez un petit loup avec une petite moustache. Puis vous connaissez, c'est la chanson c'est pas Moustaki, c'est Serge Reggiani, je crois. Les loups sont entrés dans Paris. Les loups. Alors, on a aussi une des origines du conflit, c'est le fait qu'on a une question aiguë du partage du territoire, et puis une mauvaise habitude. Alors ça, c'est très anthropomorphique ce que je dis, mais une caractéristique biologique du loup, c'est que le loup est carnivore. Et donc, il peut s'intéresser aux animaux de rente, c'est-à-dire à l'élevage des humains, et forcément, eh bien, ça peut rentrer en contradiction dans des milieux qui sont très occupés par les êtres humains, comme c'est le cas en Europe.
Et donc ça va être le point de départ, le point de départ du conflit. Alors on le voit bien sur cette carte, là je vous ai mis une carte, même si elle est assez ancienne, des premières zones d'occupation du loup en France, donc dans les Alpes, Alpes du Sud et puis Alpes du Nord. Et ici vous avez une carte donc à droite, qui est la carte des transhumances ovines, donc des principales zones où vous avez des grosses concentrations d'ovins, c'est-à-dire de brebis et de moutons, soit une partie de l'année, principalement à l'estive, l'été, soit, notamment dans les parties sud, quasiment toute l'année, grâce à la clémence du climat. Et donc forcément, eh bien, il va y avoir une concurrence pour l'espace et des interactions qui peuvent être négatives pour les uns et pour les autres. Voyons maintenant les étapes de la disparition du loup, puisque justement, ça a tellement gêné les humains qu'ils en sont venus à l'éradiquer, même si je tiens à signaler que les loups, et même dans toutes les cultures qui côtoient les loups ont toujours été chassés. Alors, il y a une chose qui est de chasser ou de tuer un animal, et c'en est une autre de vouloir son éradication. Ce n'est pas du tout la même chose. On peut très bien avoir un animal qui a une image complexe, ambiguë, même voire positive, et le tuer, soit pour se nourrir, ou soit parce qu'il représente une gêne objective. Dans l'Antiquité, les loups étaient chassés. Même les Amérindiens, ou certaines populations d'Asie centrale, qui ont des divinités où l'esprit du loup est très important, ça ne les empêche pas de les tuer. Mais ils ne veulent pas pour autant l'éradiquer. Et ça va être la grande différence à ce que nous, on a connu en Europe, c'est qu'on va déployer, et particulièrement en France, des stratégies visant à l'éradiquer. Ce qui d'ailleurs le distingue de l'ours. L'ours, on l'a chassé ponctuellement, et on n'a jamais vraiment cherché à l'éradiquer. Et si les populations ont décliné, c'est parce que la biologie de l'ours est beaucoup moins dynamique que celle du loup, qui est un canidé, et qui va se reproduire tous les ans. À la fin du XVIIIe siècle, donc à l'époque moderne, on a une occupation du territoire quasi généralisée, puisque le loup, c'est un animal de nos latitudes. C'est un animal d'ailleurs qui a une très grande plasticité écologique, qui s'adapte à énormément de milieux. Il n'y a que les zones vraiment extrêmement désertiques, ou les forêts tropicales, ou bien les milieux extrêmement polaires qui peuvent l'arrêter. Encore que vous avez le loup de l'Arctique, qui est d'ailleurs un des plus grands loups qui existe. Mais le loup est présent dans toute la France. Et très souvent, on dit que c'est l'Église catholique qui est responsable de l'éradication du loup en France. Moi, je nuancerais considérablement cette idée. Certes, le loup a plutôt une mauvaise image, mais bon, tout comme l'ours, tout comme le sanglier, vous avez énormément d'animaux qui ont, le singe également, vous avez énormément d'animaux qui ont une mauvaise image. Là, ce qui va vraiment précipiter, je pense, l'éradication du loup, c'est les évolutions de l'occupation du territoire, et notamment l'époque contemporaine et l'ère industrielle, où on voit un certain nombre de modifications, notamment dans la diffusion, le perfectionnement des armes, notamment des armes à feu, le perfectionnement aussi des techniques de piégeage et de poison, une évolution du milieu, tout simplement parce que le loup va disparaître petit à petit. Là, vous voyez, à la fin du 19e, il est à peu près encore bien présent, mais là, au début du 20e siècle, vous voyez, là, il y a à peine une dizaine d'années, vous voyez, la diminution, elle est quand même très rapide. Il se passe un certain nombre de choses, c'est qu'il y a des densités qui sont très fortes dans les campagnes françaises. La forêt a quasiment disparu. Il faut bien voir qu'à l'heure actuelle, on a 2 fois plus de forêt qu'à la fin du XVIIIe siècle, à l'heure actuelle. Et surtout, les aliments, c'est-à-dire les proies du loup, ont quasiment disparu. Soit parce qu'elles-mêmes n'ont plus rien à manger, ou soit parce qu'elles ont été chassées, même si, vous savez que le droit de chasse en France a été très très contrôlé, même s'il y avait du braconnage. Et le loup, n'ayant plus de proies sauvages, se rabattant sur les proies domestiques, s'exposait davantage. Et donc, c'est ce qui a favorisé son éradication. L'autre élément aussi qui a contribué à sa disparition, c'est une volonté politique. Il y a eu une volonté politique d'éliminer le loup, notamment pour des raisons sanitaires. Au milieu, fin du XIXe siècle, il y a une grande lutte contre la rage. Certes, Pasteur découvre le vaccin, mais avant cela, la rage fait des grands dégâts, et avec des morts spectaculaires, parce que autant on pourra revenir sur les attaques de loup sur l'homme, qui, si on ne peut pas totalement les exclure, ont pu exister, mais elles sont très très marginales. En revanche, les attaques de loup sur l'homme, de loup enragé, ça, elles sont tout à fait avérées, elles sont très bien documentées, et c'est ce qui a été extrêmement traumatisant. Parce que le loup est un animal qui est
qui a toujours été très craintif vis-à-vis des êtres humains, mais un loup enragé n'est pas du tout craintif. Et quand on voit, je vous montrerai des photos de loup, quand on voit la mâchoire du loup, le physique du loup, qui peut être un animal extrêmement craintif et totalement inoffensif, mais qui peut être un animal aussi d'une fureur et d'une force très, très importante, un loup enragé n'a peur de rien. Et il a une force qui est décuplée, et il pouvait attaquer les gens en plein village, en pleine journée. Et c'est ça qui a profondément ancré un certain nombre de traumatismes. Et c'est aussi ça qui a incité à l'éradication du loup. Bon, il faut bien voir aussi que notre Troisième République a été une république qui était quand même très anti-nature. Si vous regardez la liste des écoliers des animaux nuisibles de cette période-là, en gros, tous les animaux sont potentiellement nuisibles. Donc en gros, c'était après. Alors après, on va développer les utiles entre guillemets, mais bon, même le hérisson, bon, la taupe, la taupe, ça fait des petits tas. Donc le loup va faire partie de ces animaux dits nuisibles, et donc il va y avoir une volonté politique avec des primes. Ces primes existent depuis très longtemps, mais elles deviennent très efficaces avec parallèlement à l'installation de notre Troisième République, qui va contrôler un peu mieux le territoire. Et d'ailleurs, le loup, où va-t-il mieux se maintenir? Souvent dans les périphéries des départements, c'est-à-dire là où le pouvoir central est le moins important. Et d'ailleurs, on verra que eh bien, le retour du loup va se faire par la périphérie, par la marge. Alors comment ce retour s'opère-t-il? Alors on ne peut comprendre le retour du loup sans aborder la présence du loup en Italie, puisque les loups que nous avons actuellement en France sont originaires d'Italie. C'est pour ça que c'est même une sous-espèce qu'on appelle Canis lupus italicus. C'est l'espèce loup, hein, mais c'est vrai que c'est la spécificité, celle spécifique à l'Italie, parce que, excusez-moi, à la période glaciaire, en fait, la péninsule italienne a été isolée pendant quelques milliers d'années, ce qui a fait développer une spécificité à ce loup. Mais bon, c'est l'espèce loup qui est la même, hein, qu'on trouve ailleurs, Canis lupus. Vous la voyez donc ici, elle est présente dans toute la botte italienne, et les Italiens, comme les Français, vont beaucoup tuer le loup. Hein. Cela dit, au moment où les premières mesures de protection voient le jour, dans les années 70, eh bien, il reste encore quelques petites populations. Et de ces petites populations, qui vont s'étendre petit à petit, eh bien, on va avoir des loups qui vont venir d'Italie et qui vont s'installer donc dans les Alpes, notamment dans les Alpes du Sud. Alors, des zones qui sont assez particulières, puisque ce sont des zones relativement peu peuplées, encore une fois, des marges, où la présence et la pression humaine a beaucoup diminué, même si elle a pu être très importante aussi hein, par le passé. Il ne faut pas croire que les montagnes françaises ont toujours été des espaces sauvages, loin de là. Et des espaces où il y a des aires protégées, et où eh bien, ce qui va constituer leur proie, notamment les ongulés sauvages, eh bien, se sont reconstitués. Hein, même si, à partir des années 70, les chasseurs qui comprennent bien que, eh bien, ils sont en passe presque d'éliminer les ongulés sauvages, dans les années 70, quand on croisait un chevreuil en forêt, c'était vraiment c'était la fête hein, pour un naturaliste, alors que maintenant, chevreuil, sanglier, on en voit beaucoup. C'est dire les évolutions. Les chasseurs ont été contraints à faire ce qu'on appelle des plans de chasse, hein, c'est-à-dire à contrôler donc leur chasse, et ça a été relativement efficace, puisque les populations ont remonté. Et donc, on voit ces grands prédateurs faire leur retour, comme je le disais, par la périphérie. Donc, alors, bon, l'ours, hein, l'ours qui est dans les Pyrénées, lui qui n'a jamais disparu, même si ces petites populations de reliques ont été complétées par une réintroduction. Le lynx, donc, présent dans les Vosges et dans le Jura. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais surtout, donc, le loup, qui va faire son retour et qui, très rapidement, va coloniser une grande partie du territoire. Je reviendrai là-dessus plus en détail. Et qui, dès les années 90, sans marquer une colonisation définitive, eh bien, va quand même être présent dans le Massif central, y compris dans les Pyrénées orientales, et à chaque fois des individus originaires de la souche italienne. Alors je dis originaires de la souche italienne parce qu'ils ne viennent pas tous d'Italie directement, puisque on verra qu'un certain nombre de reproductions ont eu lieu depuis en France, et donc il vaut mieux parler de souches éventuellement italo-alpines ou franco-italiennes éventuellement. Alors, l'autre élément aussi qui a favorisé le retour du loup, c'est le changement de son statut social et de son statut juridique. Le loup, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment la figure emblématique du nuisible. Un certain nombre de recherches, notamment en Amérique du Nord, mais également en Italie et en Allemagne, ont contribué à changer cette image du loup, au fur et à mesure qu'on améliorait les connaissances scientifiques de l'animal, qui,
comme beaucoup d'animaux, était très très mal connu, et encore, on sait des choses, mais il y a énormément de choses que l'on ignore. On découvre que c'est un carnivore social qui a une biologie tout à fait complexe, des rapports sociaux hiérarchisés, mais adaptables et souples. Hein. Ce n'est pas non plus l'armée, hein, contrairement à ce qu'on a pu dire au début. Et vous allez avoir aussi un certain nombre de documentaires ou de films, de vulgarisation, de démocratisation de ces savoirs qui vont contribuer à améliorer l'image du loup. Et petit à petit, eh bien, l'espèce va être protégée en Amérique du Nord, en Europe. Les textes apparaissent dans les années 70. 1979, c'est la Convention de Berne, qui sera ratifiée par la France en 90. Et puis, c'est surtout la directive Habitat qui protège un certain nombre d'espèces aux propriétés remarquables, notamment les grands carnivores et notamment le loup, qui va ancrer la protection du loup. Avec une petite nuance, c'est que les décrets d'application, vu que le loup n'était plus là en 92 quand on fait la directive Habitat, ce n'est qu'en 93, quand le loup est avéré, qu'on va faire le décret. Mais quand le loup a fait sa réapparition en France, officiellement, il n'était pas protégé. Donc, c'est un peu à l'image de la gestion du loup. C'est-à-dire que la gestion du loup, en fait, c'est comme si on courait après le loup constamment, où on cherchait à s'adapter constamment au retour du loup, alors que là, ça va quand même faire presque 25 ans. C'est comme si on avait du mal à anticiper le retour de cette espèce emblématique. Alors, bon, je vous ai je vous ai déjà dit les éléments qui ont favorisé son retour, hein, c'est l'évolution du milieu et le retour de certaines espèces, hein, les populations de chamois ici que je vous ai mis ici, même les cervidés qui, quand j'ai commencé moi mes recherches à la fin des années 90, dans le massif du Mercantour, c'était extrêmement rare de croiser un cervidé, un cerf par exemple. Et bien maintenant, en Vésubie, dans la vallée de la Vésubie, pour ceux qui connaissent, vous avez des hardes de cerfs, de cervidés. Et on constate ici, vous voyez, de cette très belle mélèzin, c'est-à-dire cette formation à base de mélèze. Vous savez, c'est le seul résineux qui perd ses aiguilles, ce qui fait qu'au printemps, il a un très joli vert, très doux, et à l'automne, il a ce jaune, et ça donne cette belle coloration dorée à ces montagnes. Et on voit comment le mélèzin se reconstitue. Si j'avais la photo de cet endroit-là 30 ans avant, même 20 ans avant, je suis certain que c'est relativement tondu et relativement pelé. Et petit à petit, le loup va accélérer son expansion. Donc en 1992, comme je vous l'ai dit, il est repéré dans le Mercantour. Et très rapidement, hein, dès le milieu des années 90, il est repéré dans différents endroits, dans les Alpes du Sud. En 97, il est déjà présent dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes. Il commence à montrer son nez en Isère. En 2002, il commence à être présent dans les Alpes du Nord, en Savoie. Il commence à se montrer en Haute-Savoie. En 2007, pareillement. En 2011, et on verra encore plus tard, il est même sorti des Alpes, après des incursions dans le Jura. Il est même présent maintenant en Lorraine, dans la Meuse. En 2012 même, il y a un individu qui a été répertorié dans le Gers. Donc, on a une colonisation tout azimut du loup. Et je vous donnerai quelques éléments supplémentaires. Vous voyez, en 2004, on estime la population à 80 loups. Et en 2015, on est à 350 loups. Peut-être plus, peut-être un petit peu moins. Ça peut paraître beaucoup, c'est vrai que en moins de 25 ans, on est passé de quasiment rien à 350 loups. On a un taux de croissance qui est 20% par an, ce qui est pas mal, mais en fait, on s'aperçoit qu'il pourrait être davantage, il pourrait être supérieur. Il pourrait être supérieur, et il y a un certain nombre de contraintes qui empêchent les loups de s'installer, tout simplement parce que la mortalité chez les loups elle est quand même importante, ils n'ont pas des vies faciles, hein. Les loups sont très durs entre eux, quand vous avez des loups qui se rencontrent entre meutes différentes, ils peuvent en venir à s'entretuer. La mortalité est très forte chez les jeunes. Et puis vous avez la mortalité accidentelle, hein. Vous avez régulièrement des loups, je vous en montrerai, qui sont renversés par des véhicules, par des trains. Et puis vous avez les tirs illégaux qu'on appelle braconnage, qui sont par définition difficiles à répertorier, à estimer, mais qui font partie de la réalité. Alors, justement,
le loup a une caractéristique très particulière et qui explique justement le fait qu'il s'inscrive parfaitement dans ce cycle de conférences sur les migrations, c'est que c'est un animal qui est capable d'une très très grande dispersion. Et pour comprendre cela, il faut faire un petit peu de la biologie du loup. Le loup, comme je l'ai dit, c'est un animal social et sociable, sinon on n'aurait pas pu en faire le chien, qui vit en meute, en groupe, qui s'articule autour d'un mâle et d'une femelle dominants, et qui vont constituer leur meute avec leurs petits. Leurs petits grandissant, ceux qui vont survivre, 2-3 individus vont constituer des meutes de 2 à 4, 5, 6, 7 individus. En Amérique du Nord, on a parfois des meutes beaucoup plus importantes, mais parce que le contexte est un petit peu différent. Mais sous nos latitudes, on a des meutes qui ont 4, 5 individus. Les petits naissent au printemps. Les petits naissent au printemps et toute l'activité de la meute va tourner autour du nourrissage de ces petits. Mais comme la nourriture est limitée sur un territoire bien précis, et il faut bien voir que l'espace vital d'une meute de loups, elle est de 250 à 500 km². En sachant bien que s'il y a des meutes à côté, il ne pourra pas trop déborder. Et la ressource, elle est finie sur un territoire. C'est pour ça que les loups ne peuvent pas proliférer sur une zone. Ils ne peuvent pas proliférer sur une zone faute de nourriture. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Par manque de nourriture, il y a des tensions qui se développent au sein de la meute, d'ailleurs, notamment au moment de la reproduction, puisque certains veulent contester la domination du couple reproducteur. Et quand le couple reproducteur est souvent en position de force, eh bien, ce sont des jeunes qui décident de quitter la meute. Et c'est ces individus-là, qu'on appelle les individus disperseurs, qui vont être responsables d'une colonisation. Et ce n'est pas une colonisation en tache d'huile, c'est une colonisation par bond, qui peut paraître surprenante. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez, chez ces individus pionniers, vous en avez 50%, d'après une étude suédoise, qui vont entre une distance de 100 à 200 km. Vous en avez 40% qui vont entre 200 voire 1000 km, et vous avez 10% qui vont à 1000 km et plus. Vous avez un loup là, qui a été équipé en Allemagne, parce qu'en Allemagne aussi ils connaissent un retour du loup, mais c'est des loups qui viennent de Pologne cette fois-ci. Il a été équipé avec un collier GPS, on l'a retrouvé 1500 km plus loin en Biélorussie. Il avait filé droit vers l'est. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à l'heure actuelle, tout le territoire français est potentiellement colonisable par le loup. Bon, il faut un certain nombre de paramètres. Il faut notamment qu'il y ait 2 individus, si possible, même si on a légalisé le mariage pour tous, si possible, un mâle et une femelle, c'est même une nécessité pour les loups. Or, les femelles ont tendance à être moins se disperser que les mâles. Donc, vous voyez, ça fait quand même des conditions un peu délicates. En général, les femelles qui vont très loin représentent 10 à 15% des femelles. C'est pour ça que, en fait, parfois, on a des loups qui apparaissent comme ça dans des régions de manière un peu surprenante. Ils peuvent commettre des dégâts d'ailleurs, ou pas. Et puis, on n'en entend plus parler. Et puis parfois, les loups arrivent à s'installer parce qu'on a cette conjonction de paramètres qui arrivent à être réunis. Et là, on a une meute des individus reproducteurs. Et là, par exemple, alors c'est vrai que le gros foyer reproducteur en France, c'est les Alpes, c'est très clair. Même dans les autres régions, au Massif central et dans les Pyrénées orientales, on n'a pas répertorié de reproduction. Peut-être qu'il y en a eu, mais les scientifiques n'ont pas réussi à les déceler. En revanche, l'année dernière, je crois, dans les Vosges, on a repéré une reproduction. Donc vous voyez, c'est un animal qui est assez surprenant et qui peut faire des distances assez spectaculaires. Vous avez même des récits, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, de chasse épiques, où vous avez des équipements de chasse qui font plusieurs centaines de kilomètres pour forcer le loup. Le loup étant d'ailleurs un gibier un petit peu roi, la grande noblesse aimait beaucoup chasser le loup parce que justement c'est un animal qui est extrêmement rusé, extrêmement endurant. Les loups sont vraiment taillés pour la course. C'est d'ailleurs pas pour rien que les peuples polaires les ont adaptés pour en faire les chiens de traîneau et les recroisent régulièrement avec des loups parce que c'est un animal qui est extrêmement endurant, qui en plus est assez économe. Un loup, ça peut très bien ne pas manger tous les jours. Alors,
les chiens ont été adaptés, hein, les chiens mangent tous les jours, mais les loups, si un jour vous avez un loup, ce qui m'étonnerait, mais c'est pas impossible, parce que bon, c'est très contrôlé la détention d'un loup, il faut le nourrir tous les 2 jours, hein. Voire même si vous le nourrissez une fois par semaine, ça peut suffire. Bon, il va avoir un petit peu faim, mais une fois par semaine, ça peut suffire. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la nature, les loups ne trouvent pas de la nourriture toujours. C'est pas parce qu'il ne faut pas croire que les prédateurs claquent des doigts et hop, ils peuvent tuer tout ce qu'ils veulent, hein. Que ce soit même les grands prédateurs, je veux dire, grands carnivores type lion, tigre et autres, parfois leur succès de chasse, c'est une tentative sur 7, sur 8, voire sur 10. Donc ils essayent beaucoup. Et on dirait tant mieux, parce que s'il réussissait à chaque fois, il n'aurait plus de proie. Et donc voilà pour cette alimentation du loup qui fait qu'il peut très bien rester plusieurs jours sans manger parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir trouver toujours de la nourriture. Alors, ce qui montre aussi très clairement cette grande dispersion du loup, c'est qu'on en a retrouvé des loups morts et des loups renversés, et parfois dans des endroits surprenants, parce que bien sûr l'image du loup c'est un petit peu la nature sauvage, et en fait il faut bien voir que sous nos latitudes, le loup c'est un animal qui est très plastique écologiquement, et qui peut s'approcher des lieux habités sans d'ailleurs que l'on s'en rende compte. C'est pour ça que parfois, quand on lit les informations, il y en a qui vont s'émouvoir du fait que, là je lisais encore dans un article, un maire dans le Mercantour qui alertait la sécurité en disant « Vous vous rendez compte, le loup a été présent à 100 mètres de ma mairie et à 50 mètres de l'église. Oh !» Oui, bah oui, et alors ? Enfin, je veux dire, le loup va pas manger les crucifixes. Enfin, je vois pas en quoi. Oui, mais les loups peuvent faire les poubelles. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont pu parfois coloniser un certain nombre de territoires, certaines zones d'Espagne où il y a quasiment plus de faune sauvage, où ils se nourrissent des poubelles, des chats et des chiens. C'est peut-être pas très glamour comme image, si vous voulez, d'un animal un peu symbole du sauvage, hein, du retour du sauvage. Mais bon, bah faut bien vivre, hein, ma bonne dame, faut bien vivre. Et donc, mais cela dit, les loups sont quand même mieux dans un écosystème, on va dire, riche, mais c'est un animal qui est extrêmement plastique. Et comme il est très dynamique sur le plan de la colonisation, eh bien, il peut parfois s'exposer. Donc ici, je vous ai mis cette image. Donc on est dans la zone de colonisation du loup. Ce loup a été retrouvé mort à Bourg-les-Valences. Bourg-les-Valences, c'est entre le péage et la gare TGV, si vous connaissez la région de Valence. Je vous ai mis une petite carte de la... Vous voyez, Bourg-les-Valences, hein, c'est là. Donc vous voyez où le loup a été retrouvé. Alors bien sûr, la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, hein. D'ailleurs, les gens peuvent très bien croire en voyant le loin, parce qu'il ne va pas non plus passer en plein jour. En général, c'est plutôt 3h du matin, 5h du matin, entre chien et loup. Et oui, on a de la chance quand même d'avoir de belles expressions idiomatiques, hein, avec le loup, et c'est comme ça qu'il a été renversé. L'année dernière, ou c'était cette année? Non, l'année dernière, vous avez un loup qui a été renversé dans le Var, pas très loin de Hyères, à 7 km de la mer. Vous avez un loup, c'était en 2003, j'ai recherché des photos, mais je n'ai pas retrouvé, mais j'avais une photo à l'époque. Un loup, c'était vers Saint-Paul-de-Vence. Il y avait une petite grand-mère qui aimait bien nourrir les chats du quartier, donc elle avait mis une gamelle, et un loup avait pris l'habitude de venir. Vous savez, ce sont des loups solitaires, donc ils ne sont pas en meute, donc ils sont moins efficaces pour chasser, donc ils font ce qu'ils peuvent pour survivre, hein. Et donc c'est comme cela que le loup peut opérer une grande colonisation. Mais cela dit, en effet, il y a polémique sur réintroduction au retour naturel. Alors, vu les éléments que je vous ai apportés, je pense que le retour naturel ne vous étonnera pas trop. Mais les opposants au loup, dans les premiers temps, même si on en entend moins parler, mais bon, ça revient, on dit ces loups ont été réintroduits puisque ceux qui sont présents en Italie sont beaucoup bien loin. Et forcément, quand il y a un problème, il faut trouver des coupables. Et donc, on accusait le parc national du Mercantour, la nuit, d'être venu avec des caisses. On aurait même retrouvé les caisses. Mais oui, par là, dans des endroits. Alors, bien sûr, jamais on a retrouvé véritablement ces caisses. Vous connaissez le principe de la rumeur, hein. Et c'est ainsi que cela va partir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les représentations géopolitiques, notamment ce qu'on veut faire dire avec les cartes. Hein, les cartes sont des outils extrêmement intéressants, mais les cartes, on peut leur faire dire n'importe quoi, puisqu'elles sont muettes, de toute manière. Il faut les commenter. Et donc là, vous avez la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, qui a été un des principaux acteurs du lobby anti-loup dans les premiers temps, et qui va diffuser cette carte-là, en disant, regardez, l'aire de présence certaine du loup, c'est ici, et là. Donc, vous voyez, les loups ont été répertoriés ici dans les années 90, c'est pas possible que les loups aient fait de cette distance-là. Premièrement, on a vu que c'était possible.
Et deuxièmement, là voilà la carte du groupe loup italien. Alors bon, chacun met aussi ses éléments. Peut-être qu'il y a des informations scientifiques, ou peut-être qu'ils ont un petit peu, on dirait certains, on dit qu'ils ont peut-être un petit peu exagéré. Eh bien non. C'est-à-dire que dès les années 90, en fait, il y a des experts italiens qui avaient répertorié des animaux ici, qui avaient été retrouvés, souvent blessés ou morts. Et vous aviez notamment un chercheur italien qui s'appelle Ciucci, qui a d'ailleurs alerté, en 91, il a alerté la direction du parc national du Mercantour, il a dit, vous savez, nous, dans cette région-là, on commence à trouver des loups, vous devriez préparer le terrain, et il se peut que vous en ayez déjà. 92, on découvre présence du loup, et en 87, on avait un loup qui a été tué par un chasseur en 87, et certains pensaient qu'il avait été échappé d'un élevage où on faisait des croisements entre chiens et loups, et à l'époque on ne regardait pas l'ADN. Et on a fait des analyses ADN dessus, après coup, parce qu'on avait conservé la dépouille, et on a découvert que c'était un loup de souche italienne. Donc il y avait des loups comme ça qui voyageaient. En 91, 92, et même en 94, dans les Vosges, un loup a été répertorié, et on a découvert après coup que c'était un loup de souche italienne. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur mes histoires de loups qui sont capables de faire des grandes distances, c'est avéré. Mais après vous pouvez me dire, mais oui, mais on peut aussi les mettre dans des caisses et puis les lâcher. C'est un peu compliqué, puisque la plupart des loups qui sont en captivité, parce qu'un loup ça ne se capture pas comme ça. J'ai un ami qui a essayé de capturer des loups, il a mis presque 1 an avant d'y arriver en France. Je vous expliquerai comment, si on a le temps, s'il leur tourne. Donc c'est extrêmement difficile. Et les loups qui sont en captivité en France, sauf depuis l'arrivée du parc du Mercantour, il y a un parc alpha qui justement a voulu des loups italiens, donc les a achetés à un parc italien. C'est extrêmement contrôlé, c'est quasiment impossible de s'en procurer. Et puis il y a eu un autre élément que je vous montrerai tout à l'heure, qui montre qu'on a à faire un retour naturel, très vraisemblablement, même si on n'est jamais sûr à 100%, plutôt qu'à une réintroduction. Mais cela dit, cette polémique autour de la réintroduction, ça a généré toute une rhétorique, toute une série d'arguments et d'argumentaires. Et je vous ai répertorié justement des phrases qui relèvent de la rhétorique de l'invasion et de l'étranger. Juste là, un petit florilège d'articles, 97, 2002, 98. Les loups sont entrés en Maurienne, foi d'ADN. La bataille contre le loup est engagée. Le loup attaque dans les Alpes du Sud. On dirait presque Daesh. Hein. C'est vraiment les chars allemands qui sont en train de gagner du terrain. Les loups sont aux portes de Palmyre, de Grenoble. Donc vous voyez, on a vraiment une humanisation des loups. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la chanson de Serge Reggiani, les loups. Alors, il y a aussi une appréhension, une peur de l'autre, une peur de l'étranger qu'on peut voir. Là, cette citation, elle est assez intéressante. Enlevons ces loups italiens, et vous allez voir que c'est moins le côté loup que le côté italien qui semble gêner. Quand un étranger attaque une vieille niçoise, je me fous de savoir s'il est entré illégalement ou pas en France. Je veux qu'on l'arrête, affirme un éleveur. Alors, bon, cet aspect-là, on le retrouvait également chez l'ours. Je ne développe pas ici, puisque ce n'est pas le propos. Mais c'est intéressant de faire quand même ce parallèle, par rapport à l'animal qui représente quand même une certaine altérité, et ce n'est pas des animaux aussi anodins, c'est le loup, quand même l'animal emblématique social, et puis également l'ours, qui est quand même anthropomorphe, comme vous le savez. Alors, l'élément scientifique qui a quand même beaucoup contribué à fortement accréditer la thèse du retour naturel, c'est le fait que en mars 2004, vous avez un loup qui se fait renverser non loin de Parme, voilà, ici, là où il y a le petit triangle rouge, et qui est soigné dans un centre pour animaux, et qui va être relâché dans un parc naturel un peu plus au nord, et on va lui mettre un collier émetteur, et on va le suivre. Et que va faire ce loup? Et il n'est pas téléguidé, je vous assure. Ce loup va aller naturellement, alors peut-être pas en ligne droite, il n'est pas attiré, c'est pas l'odeur de la France qui l'attire, encore que je ne sais pas, et il va franchir les Alpes et se retrouver dans le Mercantour. Mais ce que ce suivi GPS va démontrer, beaucoup de scientifiques de terrain le savaient déjà. Les scientifiques italiens de ce côté de la frontière et les scientifiques français savaient que des loups
venaient perpétuellement renouveler, entre guillemets, les stocks, se mélanger. Vous avez même des loups qui vont en sens inverse. Hein. C'est pas forcément, ils vont pas tous forcément vers l'ouest. Hein. C'est d'ailleurs pour ça aussi, d'ailleurs, que certains vont accréditer la thèse du retour naturel. Parce qu'en fait, on va avoir des zones où le loup avait aussi disparu d'Italie, et les loups avant, eh bien, seraient vraisemblablement passés par le côté français. Et d'ailleurs, les tensions vont être extrêmement fortes aussi. Mais dans les zones où on a perdu l'habitude de la cohabitation avec le loup. Parce que c'est aussi ça qui est assez symptomatique, c'est que là où le grand prédateur est toujours présent, même si on lui met un peu de poison et on l'élimine, bon, on s'arrange, eh bien, le prédateur est toujours mieux accepté que dans une zone où il est nouveau. Où là, tout de suite, c'est psychodrame, c'est le pathos, c'est un peu l'événement un petit peu marquant. Parce qu'évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le loup a un défaut biologique, mais c'est sa caractéristique, c'est qu'il est prédateur. Alors j'ai mis prédation, déprédation. Déprédation, c'est quand on a une dégradation à un bien humain. C'est-à-dire que même par exemple, un éléphant ou un castor qui ne sont pas carnivores peuvent commettre des dégâts qui sont de l'ordre de la déprédation. Là, en l'occurrence, donc on a des dégâts qui sont tout à fait avérés sur le cheptel, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on a affaire à une des principales zones d'élevage en France. Hein. Le loup n'aurait pas pu mieux choisir que les Alpes. Et donc, on a des constats qui sont tout à fait avérés. Alors, après, quelle est la part de ces dégâts par rapport à l'élevage en général, aux autres causes de mortalité? On pourra revenir là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait avéré et qui va générer des conflits. Et il faut bien voir que, à l'heure actuelle, les dégâts de loup ne sont plus anecdotiques. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où c'était quelque chose de quelques centaines, voire quelques milliers. Là, cette année, on a dépassé la barre des 6000, on a dépassé la barre des 8000. Alors, vous verrez que par rapport à d'autres causalités que j'évoquerai, on est à des éléments, enfin à des niveaux qui sont moindres, mais ça commence à devenir assez important et on a quand même des spots, entre guillemets, notamment les Alpes du Sud et les Alpes-Maritimes, qui sont une vieille zone, ça fait plus de 20 ans, qui sont colonisées, et aussi l'Isère. Alors, c'est aussi des zones où vous avez des gens qui sont particulièrement hostiles au loup, et c'est pas un hasard. Puisque là où vous avez un contexte sociopolitique, culturel, territorial, où vous avez des gens qui sont très hostiles aux prédateurs, forcément, ils vont exercer une pression pour ne pas s'adapter aux prédateurs. Et donc, forcément, les mesures de protection ne vont pas être appliquées et donc les interactions vont être supérieures. C'est pour ça que l'état d'esprit du monde de l'agriculture ou de ceux qui accompagnent ce monde de l'agriculture est très important pour expliquer la bonne cohabitation ou non. Alors là, je voulais vous montrer, là on voit l'évolution, 2008, vous voyez le nombre de départements concernés, on est à 8, 2013, 22, là on doit être à 25, quelque chose comme ça. Vous voyez le nombre de dégâts, là ici, vous voyez en 2013, on a dépassé les 6000, là vraisemblablement, en plus ça commence à faire des sommes, là on est à plus de 2 millions, les dégâts. Si on prend tout avec l'accompagnement, on est plus autour de 9 millions, ça commence à faire une somme d'argent. Alors après, si vous me parlez de projets en termes de kilomètres d'autoroute, ça fait un peu 9 kilomètres d'autoroute. Si vous me parlez de Notre-Dame-des-Landes ou d'autres projets d'une grande utilité, là aussi, il faut comparer ce qui est comparable, mais c'est vrai, c'était quand même plus anecdotique, notamment dans des budgets consacrés à l'environnement qui ne sont pas les plus gros budgets. Même si depuis 2004, on a plus ou moins contraint le budget de l'agriculture, qui était très réticent à y contribuer, parce que le budget de l'agriculture, c'est un des plus gros budgets, c'est plus de 30 milliards d'euros, alors que l'environnement, c'est moins d'1 milliard, vous voyez. Et donc, on a dit, l'agriculture, il serait peut-être temps de contribuer. Alors, comme le milieu de l'agriculture est quand même très proche, le ministère de l'Agriculture est quand même très proche des instances et des lobbies et des groupes agricoles, ils ont été quand même très, très réticents. Mais ils ont été plus ou moins obligés. La condition qu'ils ont demandé, c'est de pouvoir rendre plus flexible le statut du loup. Et c'est notamment à ce moment-là qu'on a commencé à éliminer légalement des loups. Mais si on regarde avec la comparaison des dégâts d'ours, vous voyez là les niveaux où on est, tous les ans, les ours, c'est 50, 100. On est stabilisé autour de 200. Il y a quelques pics, mais on est 200 brebis par an. Quand on regarde l'intensité de la polémique, dans les Pyrénées, on est quasiment au même niveau d'intensité que pour le loup. Donc vous voyez bien, ce n'est pas une question de quantité. C'est vraiment pas une question de quantité, c'est vraiment une question de contexte économique, sociopolitique et territorial. Donc vous voyez, 200, et là on est maintenant à près du 1000.
Et quand on regarde dans le détail aussi, on a vu que géographiquement, c'était plus certaines régions que d'autres. Et dans ces départements, là par exemple dans les Alpes-Maritimes, c'est assez flagrant, hein, dans les Alpes-Maritimes, vous avez 3% qui concentrent 35% des indemnisations. Donc c'est très clair, elles sont extrêmement concentrées. Donc c'est peut-être, alors il y a des zones où en effet les mesures de protection dont je parlerai ne fonctionnent pas toujours. Hein, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas la panacée universelle. Mais il y a d'autres éléments. Et il y a notamment parfois une volonté qui n'est peut-être pas toujours de vouloir cohabiter. Cette surreprésentation des dégâts, ça c'est un élément qui fait que dans beaucoup d'endroits, on a toujours ces dégâts de loups qui peuvent être relativement importants. Et donc forcément, cette gestion médiatique, ça a un effet sur la gestion publique. Là, vous voyez, hein, on a mis les caméras dans le couloir avec les brebis mortes. Forcément, ça fait le JT de TF1 ou de France 2. Ça concerne quelques brebis. Par rapport à tous les problèmes de l'agriculture, c'est quand même très anecdotique, surtout pour une profession qui, pour le groupe de pression agricole, a toujours été méprisée, minorée, peu représentée. On n'est pas dans le groupe de pression des gros céréaliers de Beauce, par exemple, hein, ou des maïsiculteurs qu'on trouve en Aquitaine, ou des grosses AOC comme Franche-Comté, ou des éleveurs charolais. Non, non. Là, on a affaire à l'élevage ovin. Alors même si localement, ils sont quand même bien implantés sur le plan du territorial, notamment les gros éleveurs ovins, on n'est pas dans des problèmes colossaux de l'agriculture. Et pourtant, ça va être vendeur. Pour les médias écrits comme pour les médias télévisuels. Il faut se poser la question. Pourquoi ? C'est bien que ça nous fait quelque chose. Et à contrainte de niveau égal, c'est-à-dire une attaque de chien divagant ou, je ne sais pas moi, un dérochement de brebis à cause, je ne sais pas moi, d'un chien de touriste qui fait peur à un troupeau et le troupeau tombe dans un ravin, jamais on aura la même couverture médiatique. C'est bien que là, il y a quelque chose. Et ça va jusqu'au plus haut niveau de l'État. Ici, je vous ai mis une coupure de presse, une visite d'Hervé Guémard, 2003, dans le Triel, c'est en Isère. Hervé Guémard, à l'époque, était ministre de l'Agriculture. Bon, il faut bien voir aussi que Hervé Guémard, c'est un élu de l'Isère. Ça compte également. Et là, ici, il réunit des acteurs locaux, les acteurs qui font nos territoires. Et justement, là, je vous cite une phrase donc d'un ministre d'État, hein. À titre personnel, les loups, je les tuerai tous. Donc, un État qui est censé protéger les loups. Alors, on peut comprendre hein, que le ministre, dise le loup représente une contrainte, qu'en effet, il faudrait peut-être rendre plus flexible son statut de protection. Bon, non, là, à titre personnel, les loups, je les tuerai tous. Micro, caméra, repris par la presse. Rien, aucune polémique. Donc, là encore, je vous ai parlé d'Hervé Guémard, mais j'aurais pu vous parler d'autres élus, de gauche comme de droite, parce que le loup n'est pas clivant sur un plan politique au sens politicien, hein, au sens d'orientation politique. Il peut être clivant sur un plan politique au sens de gestion de la société, hein, mais pas au sens partisan. Et d'ailleurs, ça peut avoir une grosse influence sur les actions de terrain. Là, ici, vous avez Gérard Carati, donc, qui a été longtemps un responsable du parc du Mercantour, un très bon connaisseur du loup, qui a été en charge d'un programme de recherche extrêmement intéressant, qui était le programme PPP, Programme Prédateur-Proie, qui était un programme avec le CNRS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Parc national du Mercantour et la Fédération des chasseurs. Et justement, il visait à essayer de capturer des loups. C'était une première en France, hein, parce qu'on ne capturait pas des loups pour différentes raisons. Aussi bien les gens hostiles au loup que les protecteurs du loup étaient assez réticents. Lui aussi, d'ailleurs, il avait été réticent, et il se trouve que c'est lui qui a capturé. Il a réussi à en capturer pour les équiper, pour connaître véritablement l'impact que ça avait. Puisqu'un certain nombre de chasseurs disaient « oui, mais les loups nous mangent tout. Les loups nous mangent tous les ongulés, c'est à cause d'eux qu'il n'y en a plus d'animaux dans nos montagnes. » Ce qui est d'ailleurs faux, puisque très souvent, les plans de chasse, ils n'arrivent pas à les faire. C'est-à-dire que les effectifs continuent à augmenter. Et c'est ce que l'étude était en train de démontrer. Sauf que là, à assez haut niveau, Christian Estrosi, qui est un élu des Alpes-Maritimes, qui est très proche des élus de la Fédération des chasseurs, eh bien, a contribué à faire pression pour qu'on arrête cette étude, qui était extrêmement intéressante. Et 1 an avant la fin, elle commençait à livrer des conclusions intéressantes. Le programme a été suspendu. Justement, quand on parle du loup, alors c'est intéressant de parler de Christian Estrosi, non pas que on va parler ici de l'UMP, du Parti socialiste ou autre, mais on va parler justement de son rôle dans ce dossier loup et le lien que l'on peut faire avec son parcours et ses visées géopolitiques.
Alors, Christian Estrosi, c'est un élu pardon, excusez-moi. C'est un élu qui, maintenant, il est maire de Nice, il est député, il a longtemps été même président de la communauté de communes. Bon, il a été également ministre par la suite, mais il ne l'a pas toujours été. Et il est donc de Nice. Et il est très bien implanté à Saint-Étienne-de-Tinée, où il est très proche du milieu des chasseurs. Et en 2002, au moment de son ascension, il se présente sur cette 5e circonscription qui a un contour très intéressant, puisqu'elle part du centre de Nice, la promenade des Anglais, elle va dans les faubourgs, la banlieue populaire de Nice, et elle va chercher très très loin dans le Mercantour. Très loin. Vous voyez, elle englobe quasiment tout le Mercantour. Et suivant les zones où il est, il va adapter sa campagne électorale. Sa campagne électorale, elle s'est articulée autour de 3 thématiques. La première thématique, c'était l'insécurité. Ça, les années 2000, 2002, vous vous souvenez, ça a été, notamment quand Jean-Marie Le Pen a été au second tour, ça a été un élément phare de cette campagne. Christian Estrosi a été un des porteurs de cela. La lutte contre l'immigration. Il l'est toujours, d'ailleurs. Et, quand il est dans ses discours de campagne dans le Mercantour, la lutte contre le loup. Les loups étant souvent jugés dangereux et d'origine italienne, vous aviez une synthèse entre l'insécurité et l'immigration. Donc, on voit, je l'ai montré tout à l'heure avec Hervé Guémard, on voit comment l'implantation d'un élu peut avoir un rôle dans la gestion du dossier. Et cette progression, elle continue. Et ce qui est assez dommage, c'est qu'on a l'impression que c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a rien appris de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que ça fait maintenant presque 25 ans et on a du mal à anticiper. Et maintenant, on arrive à de mieux en mieux savoir et identifier la présence du loup, parce que c'est assez difficile, c'est un animal qui est très furtif. Au début, c'était de manière assez indirecte, quand on récoltait des poils, des crottes, bon, on pouvait y arriver, mais c'est un peu chercher une aiguille dans une meule de foin. Là maintenant, avec de nouvelles techniques, notamment les pièges photographiques, c'est un peu plus performant. Là ici, donc vous avez un piège photographique en Lozère, c'est là on a eu la certitude qu'il y avait des loups en Lozère. Là ici, c'est dans les Vosges, et là donc vous avez discours d'un syndicaliste agricole, eh bien, ils n'entendent pas cohabiter avec le loup. Et donc ici, donc, on est à Privas, en Ardèche, installation du comité grand prédateur. Il faut bien voir aussi que les préfets sont souvent assez réticents au retour du loup, pour différentes raisons, parce qu'ils se disent « oh là là, ça va encore nous faire des emmerdes ». Et en plus, il faut qu'ils aient une enveloppe particulière, parce que ça donne droit à un certain nombre d'aides, mais pour cela, il faut que ce soit avéré en tant que tel. Et donc, vous voyez, cette progression, elle continue. Là, ici, c'est un cliché qui a été fait en Haute-Marne. Donc, vous voyez, et même là, début 2014, vous avez un loup qui a été tué à une quinzaine de kilomètres de Châlons-en-Champagne, donc à une cinquantaine de kilomètres de Reims, et donc à 250 kilomètres de Paris. D'ailleurs, à ce moment-là, moi, il y avait des journalistes d'Europe 1 qui me téléphonaient en disant « alors, les loups sont entrés ou sont aux portes de Paris ?» Et je leur ai répondu « et alors ?» Et donc, j'ai un petit peu développé. Et là encore, éternel recommencement. Là, vous voyez le discours de cet élu, qui est un élu de la Haute-Marne. C'est impensable, nous ne sommes pas dans une zone montagneuse, comme si le loup était un animal montagneux, assimilé à des espaces sauvages, ce qu'il peut être, mais comme il peut ne pas l'être. Ici, la nature n'est pas vide. Allez dire ça aux éleveurs pyrénéens et alpins, que la nature est vide chez eux, qui ne sont pas des acteurs du territoire. Les bois et les champs sont de la main de l'homme. On se heurte à la vision de personnes qui considèrent que ce sont des espaces vides et qui constituent une nature agréable. Or, l'homme a été en lutte avec le loup. Vous voyez, il y a un passif qui ressort. Le loup n'a pas sa place dans un département comme le nôtre. Mais vous pouvez avoir des élus de tous bords et de tout territoire qui pourraient sortir ce type de discours. Et le loup continue sa progression. Alors, toujours avec une espèce de petite connotation. Vous voyez, là, le titre, c'était en une, en plus. Vous voyez, quand des gens, hélas, meurent dans les accidents de la route, c'est déplorable, on a plusieurs milliers. Ce serait étonnant que ça fasse des unes, sauf accident exceptionnel, ça ne fait pas des unes. Là, il n'y a pas de personne qui est tuée. Et pourtant, regardez, Meuse, la photo qui accable le loup. Donc on est là dans le registre de la criminalité. Pour la première fois, le loup a été vu, photographié par des agents de l'Office national de la chasse. Et donc là, vous avez... on peut vendre du papier avec ça. Pourtant, il y a bien d'autres difficultés et de contraintes qui s'opposent à ce monde de l'élevage. Et c'est aussi ça qui rend aussi le problème aussi vif. Premier producteur au monde de viande d'agneau,
la Nouvelle-Zélande, hein, qui a presque 50 millions de têtes, pour un peu moins de 4 millions d'habitants. Là, je vous ai mis, là, petit paysage de Nouvelle-Zélande. Alors eux, ils n'ont pas de loups, ils ont de belles montagnes. On a tourné le Seigneur des Anneaux, là-bas, c'est magnifique. Et ils ont des élevages extensifs, et ils font de la viande de très très bonne qualité, d'ailleurs. Et il y a un certain nombre d'accords que l'on a, notamment de libre-échange, et notamment du fait que dans les années 80, les services secrets français n'ont pas été très très gentils avec Greenpeace, si vous voyez ce que je veux dire, Rainbow Warrior, par rapport aux essais nucléaires. Et l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont fait les gros yeux à la France, et la France, pour se faire pardonner, on dit d'accord à la Nouvelle-Zélande, on va faire comme si vous étiez un membre de l'Union européenne, et vous pourrez importer chez nous votre viande d'agneau. Ça a été dramatique, hein, pour les éleveurs et ceux qui vendent de l'agneau, puisque, que ce soit dans les années 80 et aujourd'hui, même si la viande d'agneau n'est pas une viande qui est bon marché, pour l'éleveur, le prix n'a quasiment pas évolué. Bon, et puis vous avez d'autres problèmes, je vous l'ai dit, hein, qui peuvent arriver de manière fortuite, les attaques de chiens, même si quand on est dans une zone à loup, très vraisemblablement, c'est le loup. Et les attaques de loups, je vous ai dit, ça commence à devenir quelque chose, mais on est moins de 1%, hein, du cheptel, gros cheptel Rhône-Alpes et PACA, moins de 1%. Alors tout à l'heure, j'expliquais à nos chers amis de la technique que tous les ans, en fait, on a 500 000 brebis qui partent à l'équarrissage. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, hein. C'est-à-dire qu'aux frais de l'argent public, aux frais du contribuable, eh bien, on débarrasse, entre guillemets, les éleveurs ce qu'on appelle des brebis de réforme, que l'on tue, que l'on brûle, avec du pétrole, donc avec des hydrocarbures, que l'on stocke en farine animale, que l'on ne donne plus aux vaches, comme vous le savez, puisque c'est interdit. On ne sait pas quoi faire. Alors on finit, au bout d'un certain temps de stockage, à les transformer en ciment. Parfois, on les donne aux poissons, et encore, mais très souvent on les brûle. Encore, pétrole, argent public. Et là, c'est une forme, si vous voulez, de gestion de la ressource qui n'est pas durable. Et par rapport même à des maladies que peuvent connaître cet univers-là de l'élevage ovin, hein, en 2008, il y a eu une maladie qu'on appelait la maladie de la langue bleue, qui a vraisemblablement tué entre 70 000 et 80 000 brebis rien que dans les Pyrénées. Vous en avez entendu parler ? Bon, alors si vous intéressez à cette question-là, oui, évidemment, au monde de l'élevage également, oui. Mais disons que, à ma connaissance, hein, le TF1 n'a pas fait sa une, un certain nombre de grands médias n'ont pas fait leur une, parce que ce sont des problèmes, on va dire, techniques et localisés. Mais on pourrait aussi réduire la question du loup à un problème technique et localisé. Il ne s'agit pas, là encore, de nuire le fait que ça représente un problème, hein. Il y a un certain nombre de mesures qui existent. Le chien de protection, le fameux Patou, hein, vous savez, le chien de Belle et Sébastien, tiens, ça c'est pas moi ça. Le fameux, salut à tous, le fameux chien qui protège, qui a un instinct de protection et qui est mis dès son plus jeune âge dans le troupeau et qui va justement faire corps avec le troupeau et le défendre contre toutes les nuisances. Le regroupement, notamment nocturne. Un certain nombre d'aides matérielles également qui permettent aux éleveurs et aux bergers d'avoir du matériel gratuitement ou de manière subventionnée apporté directement sur l'alpage. Et la présence humaine, ça je l'ai dit, c'est l'élément fondamental qui diminue la prédation, hein. Une des mesures clés, ça a été l'aide berger. L'aide berger qui vient en appui soit de l'éleveur ou soit du berger pour regrouper, ça c'est dans les Hautes-Alpes, dans le Queyras, pour regrouper les brebis, pour les soigner. Et d'ailleurs, même la présence de l'aide berger, même parce qu'il est très clair que la présence du grand prédateur, c'est un surplus, c'est un surcroît de travail, hein, dans des professions qui ont évolué vers de moins en moins de main-d'œuvre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rémunération. Et c'est un vrai surcroît de travail. Mais cette présence humaine, déjà, permet de tenir compagnie quand on est isolé, souvent assez loin de tout. Et puis aussi, ça peut permettre aussi, là ici, vous voyez, là, il est en train de soigner des brebis, qui si elles ne sont pas soignées, comme ça peut être le cas parfois, abandonnées, eh bien, elles peuvent mourir du piétin ou même de plaies infectées où des mouches vont pondre. Je vous ai épargné là, les photos, j'en ai de belles, justement, de plaies un petit peu infectées que j'ai prises sur là. Mais comme il est intervenu, c'est assez spectaculaire, mais avec un petit peu de lavandin et un petit coup de canif, hop, ça part et la brebis est soignée. Mais s'il n'y a pas de main-d'œuvre et si on ne s'occupe pas du troupeau, la brebis, eh bien, on peut la retrouver complètement bouffée par les vers quelques semaines après. Mais si elle est envoyée en brebis de réforme, l'éleveur peut même toucher de l'argent. Alors vous avez aussi des initiatives locaux de
de valorisation. Il y a eu une initiative très très intéressante, c'est le parc Alpha, qui a été porté par cet élu un petit peu atypique, qui est Gaston Franco, ex-maire de Saint-Martin-Vésubie, qui justement était allé en Italie où il y avait de l'écotourisme et de la valorisation, notamment dans les Abruzzes. Et il a voulu utiliser l'image du loup pour faire un parc à thème avec des scénographies, avec des animaux, un parc de vision. Et puis c'est assez bien fait puisque ça montre à la fois la biologie du loup mais également le contexte de la cohabitation dans un milieu qui est assez joli puisque c'est en limite du parc national du Mercantour. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que toute cette bande, Estrosi, Gaston Franco ou même Éric Ciotti, c'est ce qu'on appelle des bébés médecins, c'est-à-dire il y avait un homme politique, donc du RPR de l'époque, qui était un peu leur mentor, et en fait, ils ont tous été un peu lancés par cet homme politique-là, et Franco, Estrosi, ils sont plus ou moins amis, ennemis, etc. Et il a réussi à obtenir des financements grâce à Estrosi, pour faire son parc Alpha, mais pour des histoires de politique locale, quand Éric Ciotti est devenu président du Conseil général, il a voulu placer un de ses hommes à la mairie de Saint-Martin-Vésubie, donc il a voulu dégager Gaston Franco, donc il a commencé par le dégager du directoire du parc Alpha, et ensuite, il a réussi à le dégager petit à petit de sa commune. Donc vous voyez que politique locale, et vous verrez aussi que politique nationale sont étroitement liées dans ces enjeux de conservation. Alors vous avez aussi les positions des grands syndicats agricoles. Là, ici, syndicat majoritaire, FNSEA ou FNO, sa branche ovine. Là, ici, vous avez Xavier Belin, qui est pas un agriculteur, c'est plutôt un agro-industriel, pour ceux qui le connaissent. Là, il est en visite dans une exploitation des Hautes-Alpes et justement, il reprend le discours de l'exclusion des loups, des zones d'élevage et une vraie régulation, une vraie élimination du loup. Mais que demandait la FNSEA et la FNO dans le cadre de la PAC? Vous voyez en dessous, suppression des aides aux petits agriculteurs, aux aides couplées aux troupeaux de moins de 30 vaches mères, diminution des aides aux troupeaux de moins de 100 brebis, diminution des aides éleveurs n'atteignant pas le ratio élevé de productivité, suppression de 40% des génisses dans le calcul des aides. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui ne rentrent pas dans la vision d'une agriculture productiviste, qui ne colle pas très bien avec l'agriculture de montagne, malgré tout, avec une agriculture avec des gros cheptels, eh bien, ça ne colle pas avec des aides. Et c'est assez contradictoire avec une agriculture durable qui pourrait intégrer le loup. Le problème, c'est que l'autre syndicat influent, même s'il n'est pas majoritaire, qui est la Confédération paysanne, elle est sur la même longueur d'onde. Et là, c'est peut-être la seule question environnementale où la Confédération paysanne est sur la même longueur d'onde que la FNSEA. Que ce soit barrage de Sivins, OGM, tout type d'aménagement, agriculture ou autre, en général, les militants de la Confédération paysanne sont aux côtés des écologistes. Là, ici, c'est énorme sujet de tension et de litige. Là, vous avez une brochure, j'ai tiré ça d'une brochure, sur le site de la Confédération paysanne qui s'intitule « Loup et pastoralisme, impossible cohabitation » et, l'ensauvagement du territoire, une idéologie à combattre dans un syndicat agricole qui milite pour la biodiversité. C'est assez surprenant. Là, ici, vous avez quelques revendications, hein, alors, dont certaines, d'ailleurs, sont légitimes, hein, mais il y en a des assez surprenantes. Demander fermement le retrait du loup des espèces protégées de la Convention de Berne et de Thierry d'Habitat, mais surtout, celle-là, autoriser le prélèvement en zone cœur de parc national. Ça fait partie des seules zones de France où la nature est à peu près bien protégée. Les seules, hein, c'est moins d'1% du territoire national. Et là, il y a une demande de l'élimination. Alors pourquoi la Confédération paysanne est-elle anti-loup? Ça, j'ai fait une tribune dans Politis pour essayer qui est une revue, parce que j'ai travaillé dessus dans ma thèse pour essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, il y a plusieurs paramètres. Un des éléments, c'est que beaucoup des militants de la Confédération paysanne sont des néo-ruraux. Or, les néo-ruraux, quand ils se sont installés, souvent ils sont arrivés avec beaucoup de belles idées sur la nature est bonne, etc. Or, la nature n'est pas forcément bonne. La nature peut être dangereuse, elle peut être contraignante, et le loup, c'est un rappel à l'ordre. Autre chose, souvent, quand on les a installés, les éleveurs en place, qui les voyaient d'un mauvais œil, ne leur ont pas donné les meilleures terres, les meilleurs terroirs. Or, si vous avez un terroir difficile, pentu, pas bien orienté, avec beaucoup de broussailles, etc., c'est très difficile de mettre en place des mesures de protection. Autre contrainte. Donc on peut tout à fait légitimement comprendre. Et puis, quelqu'un qui est éleveur,
même s'il a un fond écologiste. Un éleveur, son but, c'est d'élever un animal, et c'est presque atavique, hein, le brebis est l'ennemi du loup. Donc l'éleveur va, de manière assez empathique, être du côté de ses brebis. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui sont assez compréhensibles, j'ai envie de dire, et même légitimes, hein. Même parce que le loup représente une vraie contrainte. Là où il y a des choses qui sont un peu plus contestables, c'est qu'au sein de la Confédération paysanne, vous avez une minorité de militants qui ont en fait trusté les instances dirigeantes et qui ont diffusé leur argumentaire et qui ont dénié toute légitimité à tous les militants de la Confédération paysanne qui ne tiendraient pas cette ligne-là. En prenant quoi? En prenant des gens qui ont été durement touchés, même personnellement, et donc face à des gens qui pleurent, qui ont du pathos, qui sont tout vibrants, ou qui sont prêts à en venir aux mains. C'est assez difficile. Ce qui fait que beaucoup de gens, soit parfois, ont pris leur distance vis-à-vis de la Confédération paysanne, ou bien se sont alignés, ou bien sur ces questions-là ont décidé de ne pas en parler. Et pour vous donner un exemple, l'actuel chargé de mission de la Confédération paysanne sur les grands prédateurs, c'est un néo-rural qui avait tenté de faire un élevage, un élevage qui n'a pas marché, et qui est devenu donc ce chargé de mission. Et donc forcément, on peut dire qu'il en a gros sur la patate, et on peut le comprendre. On ne voit pas un débat pluraliste à ce niveau-là. Là encore, je ne reproche pas du tout le fait d'être hostile au loup, c'est quelque chose qui peut être tout à fait légitime et argumenté. Là où c'est beaucoup plus contestable, notamment pour un syndicat comme la Confédération paysanne, c'est la difficulté du débat et du pluralisme. Ensuite, et là je terminerai, le fait que ça remonte au plus haut niveau de l'État, et que cette gestion, même si officiellement elle doit être portée vers la protection, puisque les textes internationaux amènent cela, on a l'impression que l'État est comme avec un bâton collant et veut s'en défaire. Alors vous avez un groupe national loup qui existe depuis 2004, qui a lancé un plan national loup qui est assez intéressant, puisque depuis 2004, il y avait tous les acteurs, aussi bien environnementalistes que représentants du monde de la chasse, du monde agricole, des espaces protégés qui étaient représentés, bon, même si certains étaient plus égaux que d'autres, et ça fonctionnait à peu près bien. Mais depuis un certain temps, et ça correspond à une dérive, et une dérive, là encore, transpolitique, c'est-à-dire qui vient de la droite, enfin qui a transcendé la droite et la gauche. Et là, par exemple, depuis l'année dernière, vous avez deux grosses associations de protection de la nature qui sont Ferrus et France Nature Environnement, qui ne siègent plus à ce groupe national loup parce que, eh bien, les pouvoirs publics, tout en mettant en œuvre des mesures de protection, comme j'ai dit sur le terrain, eh bien, mettent en œuvre des mesures qui ne vont pas forcément vers une cohabitation durable. C'est-à-dire, elles autorisent des tirs, mais qui ne sont pas forcément les plus judicieux, et qui répondent plus à des impératifs politiques locaux qu'à une vraie nécessité. Puisque vous avez des tirs de défense, c'est-à-dire des tirs qu'on peut comprendre éventuellement, c'est-à-dire un loup qui attaque sur le moment un éleveur, l'éleveur l'élimine. Ça, c'est des choses qui peuvent tout à fait se comprendre. Mais on en vient à une gestion où, là, et c'est Ségolène Royal qui va développer cela, même si il y avait eu des amorces avant, eh bien, des expérimentations, ce sont les chasseurs. On va accorder des droits de tir et de chasse au loup, qui est une espèce protégée. À l'heure actuelle, donc, vous avez 24 loups qui peuvent être tirés légalement, ça a été par Ségolène Royal étendu à 36 pour cette année. Et sur le papier, en fait, vous avez des conditions bien claires pour arriver à cela. Mais dans les faits, les préfets, c'est pour ça que je parle d'un pouvoir périphérique, c'est que les préfets, en fait, ils vont les déclencher en fonction du rapport de force avec les élus locaux, avec les syndicats agricoles, avec le monde de la chasse. Et en général, tout ce monde-là s'entend relativement bien. Et alors que c'est un plafond, eh bien, ils considèrent que c'est un quota. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait absolument les tenir. Et on en est presque au niveau de la vengeance, parce que sur le plan de l'efficacité en termes de mesures de protection, ce n'est pas ça forcément qui fait diminuer les mesures de protection, qui fait diminuer la prédation, je veux dire, ça peut même l'augmenter, puisque en éliminant les individus les plus importants d'une meute, on peut éclater la meute. Et les individus solitaires se nourrissent moins bien, et donc peuvent être amenés à s'attaquer à un cheptel domestique. Là, je vous ai mis une petite photo de Sarkozy sur un alpage. Tous ont leur petit moment de gloire autour du loup. Alors, je voudrais terminer sur cette image, puisque ces grands prédateurs, en fait, nous invitent à réfléchir à ce qu'on peut appeler une géodiversité environnementale. C'est-à-dire que, comment comprendre l'environnement? Il ne s'agit pas non plus d'avoir une vision, vous savez, qui séparait de manière rigide nature et culture, puisque d'ailleurs, même beaucoup de cultures, avant, on va dire la culture occidentale, avait des cultures qui mêlaient les deux,
puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'on vit dans un complexe, que nous sommes intimement liés. C'est-à-dire que nous avons une influence sur notre environnement, mais notre environnement a une influence sur nous. Et les grands prédateurs sont là pour nous le rappeler, sauf qu'on le supporte très mal. On est dans des sociétés où on a du mal à supporter ce sauvage. Et or, c'est une richesse, puisque on s'aperçoit que le fait de cohabiter avec ces espèces-là, ça développe des sociétés et des cultures très particulières. On pourrait prendre beaucoup d'exemples, notamment dans les Pyrénées, dans les zones où il y a des ours. Historiquement, on a maintenu un élevage laitier fromager très typique, qui est celui qui s'en sort le moins mal. Bon, même si il y a des mutations qui sont assez importantes. Vous avez comme ça des zones au Portugal ou autres, ou même en Inde, où les sociétés ont développé une cohabitation avec leurs prédateurs, mais avec d'autres éléments naturels. On pourrait parler de certains pêcheurs mauritaniens qui pêchent avec des dauphins, donc sur le littoral. Vous avez comme ça des cultures dont la richesse provient aussi de leur cohabitation avec leur environnement. Et c'est pour ça que ça nous interroge sur notre place de la nature. Je vous ai mis aussi une photo de requin parce que là, j'y tiens particulièrement, et là, je pourrais commencer une autre conférence, mais je vais arrêter là. Vous avez entendu parler, c'est obligé, des attaques de requins à La Réunion. C'est obligé. Parce que là, cette fois-ci, il y a eu mort d'homme. Et c'est vrai que c'est triste. C'est vrai que c'est dramatique. Et c'est vrai que la famille des gens qui se font tuer doivent être je veux dire, c'est un véritable drame. Bon. Mais là encore, à chaque fois que ces personnes ont été tuées, ils se sont exposés. C'est-à-dire qu'ils ont été dans des zones interdites à la baignade. Et on est dans des sociétés où on ne supporte plus de ne pas avoir le droit d'aller dans certains endroits. Où on ne supporte plus que la nature puisse, parfois, nous dicter un certain nombre de choses. Regardez Paris, quand elle est bloquée par la neige. Voilà. Et c'est la nature. On a l'impression, et là mes collègues géographes parfois se sont beaucoup trompés, on avait l'impression qu'on s'était libéré complètement de la nature. Eh bien non. Et d'ailleurs, le réchauffement climatique nous le montre. On n'est pas totalement libéré de la nature. Et je pense qu'une petite leçon de modestie ne nous fait pas de mal. Et même si c'est triste, parce que là, tout à l'heure, je vous ai parlé, vous avez des agneaux, des brebis qui se font tuer. Là, on a parfois des êtres humains qui se font tuer. Même si c'est très triste, eh bien, il faut bien voir qu'ensuite, ça déclenche des véritables vengeances. C'est-à-dire que les pouvoirs d'État, comment réagissent-ils? Alors certes, ils interdisent certaines zones. Mais vous avez des groupes de pression locaux, des élus, des professionnels du tourisme, qui, du coup, autorisent les pêcheurs à lancer des grands carnages avec des requins, notamment des espèces. Alors là, ici, c'est le requin bulldog, qui est une des plus meurtrières avec le requin tigre. Mais vous avez des espèces qui n'ont rien à voir. Des requins marteaux, des requins taureaux, qui sont totalement inoffensifs, qui y passent. Et donc, on a un problème avec notre nature, avec la gestion de notre nature, et notre État, et même ce gouvernement actuel, n'y déroge pas. Et je pense que là, on a un certain nombre de choses à revoir. Je vous remercie. Monsieur Farid Benamou, merci beaucoup pour cette intervention assez remarquable et triste, en fin de compte. On va essayer d'être un peu plus optimiste dans les questions. Nous n'avons pas trop de solutions parce que votre démarche géopolitique nous met dans une impasse, mais ça, c'est mon avis. Et je vais passer la parole au public pour les questions. Oui, alors je vais juste répondre parce que bon, c'est vrai que vous êtes un petit peu pessimiste. Moi je serais un peu les deux, optimiste et pessimiste à la fois. Bon, on a le droit d'être schizophrène, après tout, les choses ne sont pas simples dans la vie. Parce qu'il y a des signes et des éléments qui sont encourageants. Regardez, les loups continuent leur progression, malgré tout. Et puis d'autres, en effet, qui peuvent être inquiétants, comme c'est vrai qu'on a une gestion gouvernementale qui n'est peut-être pas idéale, mais en attendant, malgré tout, il y a toujours des aides qui existent. Vous voyez, moi j'aurais un point de vue qui serait un peu plus mitigé. Mais vous avez bien sûr le droit d'avoir votre point de vue. Merci monsieur, c'est une très intéressante conférence sur les loups que vous avez fait. Une idée m'est venue. Comment se fait-il, peut-être que ça ne servirait à rien, si on donnait, par exemple, dans les régions d'élevage, à ces éleveurs, par exemple, de la volaille, vous voyez, qui se balade un peu partout. Je sais pas, j'imagine que le loup, ce serait plus facile pour lui de manger des poulets qui se trouvent par là que d'attaquer les moutons. Non, vous ne pensez pas? Alors attendez, j'ai cette question, et puis j'en ai une deuxième, qui est encore plus, je sais pas, dans les vapes, si vous voulez aller par là. Vous qui connaissez bien les mœurs du loup, ces anciennes histoires
notamment au début de Rome et tout ça dans l'Antiquité, où des enfants, des bébés auraient été laissés au milieu des loups et ils auraient, je sais pas, pris le lait des loups et tout, auraient grandi un petit peu comme ça, sans être attaqués, sans être mangés par le loup. Est-ce que c'est des fantaisies ou est-ce que c'est des choses possibles? Voilà, je vous remercie. Alors, pour vos histoires de volaille, vous verrez que votre question a sa pertinence, sauf que je vais remplacer la volaille par autre chose. Alors, d'une part, si on prend la volaille, là, ça partirait du principe que nous, les êtres humains, nous devons nourrir la faune sauvage. Or, c'est assez contestable, elle est assez grande pour se nourrir elle-même. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est, et d'ailleurs la nature le fait elle-même, hein, mais dans certaines zones, ça peut être intéressant, c'est de favoriser le retour de la faune sauvage qui sert de nourriture aux loups. Voilà votre volaille, comment je la transforme. Donc je la transformerai en chevreuil, en cervidé et autres. Mais même ça, la nature est en train de faire le travail d'elle-même. Parce qu'on se rend bien compte que parfois, en laissant faire la nature, elle arrive à revenir d'elle-même. Quant à ce que vous avez évoqué, alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'histoires, de légendes, des histoires auxquelles on a parfois cru, comme les histoires d'orphelines en Inde, ou même l'histoire de la jeune belge juive Vera da Fonseca, je crois, qui aurait été recueillie par des loups alors qu'elle chercherait ses parents. On s'est aperçu que c'était faux. On s'est aperçu que c'était faux. Et même les histoires de Kamala, donc en Inde, ce sont des personnes qui avaient été abandonnées, qui vivotaient. Moi, sur le plan connaissant la biologie du loup, ça me paraît assez difficile, puisque la biologie... Un loup, au bout d'un an, il peut vivre. Alors qu'un bébé, au bout d'un an, rester dans Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est peut-être possible, mais à ma connaissance, ça me paraît très, très, très difficile. Voilà. En revanche, l'inverse, c'est tout à fait possible. Que des humains élèvent des petits louveteaux, ça, c'est tout à fait possible. Et c'est ce qui a donné le chien. D'ailleurs, on raconte... Certains pensent que la domestication a été faite parce que les humains avaient besoin de loups pour la chasse. Et il y a une hypothèse que je trouve très intéressante, qui est en fait que les humains avaient besoin d'une bouillotte pour leur bébé. Et et que donc le fait d'élever des petits louveteaux permettait donc, et que les louveteaux auraient été allaités par les humaines, permettait notamment dans certaines régions où vous savez que le climat était beaucoup plus froid, de réchauffer les bébés. Donc ça, certains font cette hypothèse-là. Plus le fait que le loup est un animal extrêmement curieux. C'est d'ailleurs aussi ce qui lui doit sa mauvaise réputation, c'est que les loups ils se sont beaucoup rapprochés des campements, et que petit à petit, peut-être ça a pu se faire comme ça. Mais je trouve que cette hypothèse-là du louveteau servant de bouillotte, je la trouve très séduisante. Oui ? Excusez-moi, monsieur. Il faut prendre le micro, je crois. Alors, il est ici, le micro, parce qu'il y a une question avant vous. Non, ne vous déplacez pas, je vous la rends. Bonsoir. Je voulais savoir si... parce qu'en fait, j'ai vu un reportage sur Yellowstone. Ouais. Et avec le loup, ils ont remarqué qu'il y avait eu une modification de l'écosystème et du relief naturel. Ouais. Et si on commençait à voir ça en France ? Alors, on n'a pas lancé les protocoles de recherche qui auraient permis de constater ce que vous constatez. Alors, cette étude de Yellowstone, je vais la résumer un petit peu parce que c'est vrai qu'elle est extrêmement intéressante. Le Yellowstone, quand les Blancs sont arrivés, en fait, il y a deux choses qui sont particulièrement exterminées. Ce sont les Indiens et les loups. Et ensuite, ça a été le premier parc national parce qu'ils se sont dit c'est quand même beau, cet endroit, on va quand même le préserver. Et c'était d'abord un parc esthétique. Et dans les années 90, on a décidé de réintroduire, là cette fois-ci c'est une vraie réintroduction, de réintroduire des loups. Certains venaient du Canada, d'autres venaient d'Alaska. Et c'est une réintroduction qui a extrêmement bien marché. Et on s'est aperçu qu'il y a eu en effet des réactions en chaîne. C'est-à-dire que les hardes d'ongulés qui broutaient les arbres et qui avaient du mal à pousser, s'étaient mis à repousser. Et donc on avait eu beaucoup d'espèces d'arbres qui sont réapparues, et notamment sur les bords des rivières, modifiant complètement le cours des rivières, faisant apparaître de nouvelles espèces d'oiseaux, le castor faisant son retour. Et le castor, comme vous le savez, modifiant lui-même son milieu, faisait revenir d'autres espèces, y compris des espèces de poissons. Et puis, certaines zones qui étaient relativement sèches devenaient plus humides. Il y a eu comme ça toute une série de réactions en chaîne. Et en effet, c'est ce qu'on a appelé comment on appelait ça, les paysages de la peur. Hein, c'est-à-dire que cette peur du loup
chez les grands herbivores, eh bien, à modifier leur comportement de telle sorte à ce qu'ils ont eux-mêmes modifié leur impact sur le milieu, qui a eu des réactions en chaîne. Et en France, on n'a pas d'études comparables. L'étude qui aurait pu s'en rapprocher, c'est l'étude, vous savez, de programme prédateur-proie. Et cette étude n'a pas été menée à son terme, mais elle n'avait pas les mêmes objectifs. Ses objectifs, c'est de voir la prédation. Et justement, on s'est rendu compte que eh bien, la prédation, pourtant les loups mangeaient, eh bien, la prédation n'avait quasiment aucune influence sur les dynamiques démographiques, même si elle pouvait avoir une influence sur, mais ça c'était pas l'objet du protocole, sur la taille des hardes et la vigilance des animaux. Oui, je voulais vous poser une question concernant l'évolution de l'élevage. Parce que vous avez bien montré qu'ils ont des troupeaux de plus en plus gros avec de moins en moins de bergers. Bon, je caricature. Donc ça favorise forcément les attaques de prédateurs. Une autre information que j'avais eue autrefois, c'est que dans certains points des Alpes du Sud, ils étaient passés des bovins aux ovins. Oui. Alors que les bovins, normalement, sont capables de se défendre eux-mêmes contre le loup parce qu'ils sont plus gros, plus costauds, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, les bovins ont des comportements anti-prédation qui sont assez notoires. C'est-à-dire que que ce soit les taureaux ou même les vaches, se mettent en plus en formation. Il y a une vraie formation, c'est-à-dire qu'ils mettent les plus faibles et les veaux au milieu et ils se mettent tout autour. Et même, il y a même des histoires, on trouve ça dans les ouvrages de Jean-Marc Morisseau, même s'ils peuvent faire polémique, mais qui sont intéressantes, de bovins qui auraient même parfois défendu des petits bergers face à des loups. Les bovins n'aiment pas les chiens, les canidés, et ils ont des arguments face aux loups. En revanche, les bovins peuvent être attaqués quand il s'agit de veaux. Et notamment, vous avez parfois des techniques d'élevage où on isole les veaux. Et là, les veaux, quand ils sont jeunes, c'est pour ça que les loups peuvent attaquer les veaux. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait avéré. Ou éventuellement une vache qui serait en train de véler, qui est donc en position de faiblesse. La remarque ou la question précédente, il y avait une remarque intéressante aussi sur les évolutions. Ça aussi, c'est un élément qui est important. Les évolutions des pratiques d'élevage. Là, ce dont vous parlez, c'est les Alpes du Sud, et notamment le Mercantour, qui a été une grande région de production laitière et fromagère. Mais la modernisation de l'agriculture et aussi les modes agricoles, parce qu'il y a des modes agricoles qui ont incité à suivre des voies agricoles et des voies d'élevage, ont favorisé la spécialisation. Et alors que, notamment en Vésubie, alors en Vésubie c'est resté, il y a toujours cette tradition de vache, et elle a d'ailleurs été encouragée et par Gaston Franco et par le Parc national du Mercantour. Il y a toujours quelques troupeaux, mais partout ailleurs, il y avait cet élevage laitier. Alors, il y avait même un élevage laitier ovin, notamment dans la Roya, un élevage laitier de Brigasque. C'était une brebis laitière, dont on faisait un excellent fromage. Mais les évolutions, la spécialisation, ont fait qu'on est allé vers l'ovin. Pourquoi ? Eh bien parce que dans une économie agricole simplifiée, spécialisée, avec moins de main-d'œuvre, c'était plus simple. Et surtout, les aides européennes favorisées permettaient cela, sans forcément être obligé de valoriser un produit. Alors que quand vous êtes obligé de valoriser un produit, vous êtes obligé de vous casser la tête dans l'usage de votre milieu pour en tirer un maximum de ressources. Et c'est d'ailleurs, j'ai fait un entretien, parce que dans le cadre de ma recherche, j'ai fait un entretien avec plus de... Je ne sais même plus combien, j'avais plus de 200 ou 300 personnes, et beaucoup d'éleveurs. Et notamment, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup... c'est comme ça que j'ai découvert les néo-ruraux, notamment dans les opposants. Mais j'ai aussi vu des évolutions dans les parcours des éleveurs. Et notamment, il y a un éleveur, d'ailleurs très très fin, qui a d'ailleurs été un des premiers anti-loups, mais qui maintenant a une vision tout à fait cohérente et constructive des choses, tout en restant anti-loup, ce qui est d'ailleurs son droit le plus total. Il m'a raconté que dans sa jeunesse et dans son enfance... ils étaient un peu plus transhumants qu'ils ne l'étaient. Il est en Roya, dans une région donc vers la frontière italienne. D'ailleurs, c'est Tende, c'est la région qui a d'ailleurs été récupérée à l'Italie en 1945. Et il m'a raconté que dans son enfance, ils avaient un système qui les faisait transhumer vers le littoral. Il me disait, on emmenait les troupeaux. Là, maintenant, il me dit, il y a le péage à Antibes. Il y a le péage maintenant. Donc, ils ont dû revoir leurs techniques agricoles. Et eux, c'était un élevage où ils avaient une brebis qui a failli disparaître, qui est la Brigasque, très fromagère. Et eux, ils sont passés à autre chose. Ils ont été obligés de devenir... Ils sont restés éleveurs, mais ils ont fait de l'ovin à viande.
Alors lui, il a essayé de faire le mieux possible. Et en fait, ce sont des néo-ruraux qui ont essayé de sauver dans la région la brigasque, mais c'est un élevage qui est très difficile. Et eux, quand ils ont été confrontés à la prédation, il y a eu d'ailleurs même des situations personnelles très dures. Et c'est d'ailleurs des personnes comme cela qui ont contribué aussi à radicaliser la Confédération paysanne contre le loup. Vous avez des questions par exemple? Je vous remercie pour cette passionnante conférence. Et je voudrais vous poser une petite question qui concerne l'Italie et l'Espagne, qui, d'après les reportages et les livres que j'ai pu voir et lire, en ce qui concerne les livres, s'accommode mieux des loups et des ours et des lynx que la France. Alors, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Comment se fait-il? Alors, la France ne supporte rien, en fait, apparemment. Ben en fait, ça dépend. En fait, ça dépend. Et là encore, il faut changer d'échelle. Parce que quand on change d'échelle, en fait, en France, il y a des endroits où ça se passe mieux qu'ailleurs. Par exemple, historiquement, dans les Hautes-Alpes, ça s'est mieux passé que dans les Alpes-Maritimes. Tout simplement parce que dans les Hautes-Alpes, il y avait des acteurs locaux qui ont essayé de gérer les choses de manière constructive et intelligente. En Italie et en Espagne, en effet, il y a beaucoup de territoires où il y a toujours eu des prédateurs et où la cohabitation était installée. Et où il y a eu aussi des initiatives locales, comme notamment le Parc national des Abruzzes, qui était un acteur assez important pour ancrer la protection, qui a fait un vrai travail avec les éleveurs, notamment un travail de développement local, qui a contribué à cela. Pareil avec le parc naturel de Somiedo en Espagne. Mais comme ces grands prédateurs ont des dynamiques de colonisation fortes partout, y compris dans ces pays-là, et que dans ces pays-là, vous avez aussi des dynamiques agricoles et économiques qui évoluent, eh bien, on retrouve maintenant des zones où la cohabitation est problématique, y compris dans ces pays-là. Je parlais tout à l'heure du nord de l'Italie. Nord de l'Italie, vous avez des zones où le loup avait disparu depuis une cinquantaine d'années et où ça a été aussi très tendu. Pareil en Espagne, vous avez des zones où le loup est régulièrement chassé, braconné. Donc en effet, vous avez des secteurs en Espagne et en Italie où ça se passe bien, mais parce que les histoires, les modes, les pratiques agricoles sont particulières et sont adaptées, et d'autres où ça ne se passe pas forcément bien. On parle très souvent des pays scandinaves comme des modèles d'écologie. Mais vous avez, si vous prenez la Finlande, la Norvège et en Suède, les lobbies anti-prédateurs sont extrêmement puissants. J'en avais rencontré quelques-uns, une fois j'étais à une réunion à Bruxelles, et je les ai vus. Alors, en revanche, même les lobbies anti-prédateurs européens, quand ils sont à Bruxelles, en général, on n'a pas affaire à des gros bourrins, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des gens qui sont extrêmement fins, mais qui, pour autant, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à leur radicalité et à leur stratégie. Et il faut bien voir qu'en Suède, depuis 2010-2011, le gouvernement suédois a cherché à diminuer la population de loups de 90%. À cause de la pression du monde de l'élevage, notamment vous avez l'élevage de rennes qui est très bien implanté. Et en quelques semaines, ils ont réussi à tuer presque une cinquantaine de loups. Parce que bon, c'est pas les mêmes milieux qu'ici. Là-bas, en hélicoptère, etc., c'est plus facile ou en motoneige, c'est beaucoup plus facile. Dans les Alpes françaises, ce serait un peu plus difficile. Après, bon, si on met des moyens. Mais bon, et c'est l'Union européenne qui a menacé de sanctions très lourdes, qui les a un petit peu arrêtés. Donc vous voyez que même ailleurs en Europe, on peut avoir de grosses tensions. Quant au système de gestion français, même si je l'ai critiqué, c'est peut-être un des meilleurs aussi, paradoxalement. Puisque l'avantage de la France, c'est qu'on a un système qui est relativement uniformisé, c'est-à-dire qu'on a une administration. Vous savez, c'est le vieil héritage de la centralisation. On a une administration qui fait qu'en gros, que vous soyez en Isère ou que vous soyez dans les Alpes-Maritimes, vous avez les mêmes registres d'aide. C'est la mesure 323C, vous avez une batterie d'aide, chiens de protection, indemnisation, enfin... Et dans l'ensemble, les barèmes sont relativement généreux et les mesures peuvent être, pas toujours, mais elles peuvent être assez efficaces et il y a un encadrement qui pourrait être meilleur, mais qui existe. Dans d'autres pays, que ce soit l'Italie ou l'Espagne, c'est très déconcentré. Et d'une région à l'autre,
ou si vous vous trouvez sur le territoire d'un parc naturel qui va avoir des agents qui peuvent vous aider, eh bien vous allez vous retrouver dans des situations complètement différentes. Oui, vous avez fait une très brève allusion à la rage. Je voulais savoir si ce risque était susceptible d'exister actuellement. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait quand même eu des animaux sauvages. Enfin, je pense surtout au renard qui avait amené la rage. Et puis la deuxième question, ça concerne la relation entre l'homme et le loup. Est-ce qu'il n'y aurait pas une époque où le loup aurait pu être utile à l'homme pour sa fourrure ou tout simplement pour sa chair? Ah oui. Voilà. Alors je vais commencer par celle-là. Pour sa chair, non. Non, parce que les carnivores, paraît-il, les viandes de carnivores sont pas très bonnes et en plus sont souvent pleines de parasites. Donc non, mais en revanche, oui, la fourrure de loup, c'est une excellente fourrure. Surtout là-bas, c'est la fourrure d'hiver qui est très épaisse et bon, vous avez bien sûr des trappeurs, même parmi les premières populations. Le loup, c'était un des animaux qui était chassé pour ça et en effet, c'était très important. Votre première question concernait la rage. Alors, à l'heure actuelle, on a des protocoles qui sont quand même assez stricts et on a réussi à régler le problème de la rage en milieu sauvage en réglant avec le cas des renards qui ont été avérés. Pour le moment, les populations sont relativement surveillées, mais pour le moment, il n'y a pas de risque de rage, mais le risque zéro n'est pas à exclure. En revanche, moi, je vous fais une prophétie, si jamais ça en vient à se produire. J'ai l'intime conviction, mais j'espérerais me tromper, bien sûr. J'ai l'intime conviction que si on en venait à déceler un cas de rage, les préfets mettraient tout en œuvre. Ils feraient appel à l'armée pour éradiquer le plus de loups possible. Et là, les éleveurs et les chasseurs seraient dépassés par la volonté d'éradication. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le loup. Et d'autre part, parce qu'on a une administration qui raisonne beaucoup, si vous voulez, au bazooka contre la mouche, plutôt que juste ouvrir la fenêtre pour laisser sortir la mouche. Et là, je peux vous donner une illustration assez simple. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure du cas des requins. Le cas des requins, voilà, on va faire de la vengeance parce qu'il y a eu en effet des gens qui ont été tués. Là, pareil, si un loup en venait à tuer une personne, c'est pareil. Là, on va faire appel à l'armée, on va mettre tous les moyens possibles pour éradiquer le plus de loups possible. Je vais vous donner un exemple. Vous avez dans la vallée du Bargy, donc c'est en Haute-Savoie, vous avez un enfant qui a contracté une maladie qu'on appelle la brucellose. Et on n'a pas trop su d'où ça pouvait venir. Et donc on a regardé. C'était à cause d'une consommation de fromage. Alors on a découvert après que c'était une consommation de fromage. Et c'est une maladie en fait que l'on trouve. Ça fait partie de ces maladies, vous savez, qu'on trouve à la fois dans la faune sauvage et dans la faune domestique. Et on ne sait pas qui l'a refilé à qui. Quand la faune domestique est en contact avec la faune sauvage, elle le donne à la faune sauvage. Puis la faune sauvage la garde, devient un réservoir. Et puis quand la faune domestique revient, la faune sauvage le redonne. Et ainsi de suite, si vous voulez. Et suite à cela, le préfet a décidé de fermer la vallée. Et le bouquetin, c'est une espèce protégée. C'est-à-dire que même les chasseurs n'ont pas le droit de tuer. Et ils ont tué des centaines de bouquetins. Il y a une espèce protégée avec... Ça a été une véritable boucherie. Le préfet a tranché. Il a dit, sécurité publique, on élimine. Ce qui, en plus... Et j'en ai parlé avec mon ami François Moutou, qui est un grand vétérinaire, épidémiologiste et un grand connaisseur de la faune. Il n'était pas contre le fait de tuer des bouquetins. Mais il m'a dit encore, il fallu de tuer les bouquetins malades. Parce que éradiquer les animaux... Et d'ailleurs, on prend ce même prétexte-là pour tuer le blaireau. Par exemple, par rapport à la tuberculose bovine. On éradique dans certaines zones, on se défoule... parce que c'est un défouloir, on a vraiment l'impression qu'on a la haine contre ces animaux. Contre le blaireau, en plus le blaireau, vous savez qu'il ne draine pas. Je veux dire, des associations de protection du blaireau, il n'y en a pas des masses. Donc c'est comme pour le requin, même si ça se développe. Donc on a une administration. Vous savez, à l'ENA, ils n'ont pas de module écologie. Ils n'ont pas de module environnement à l'ENA. Il y a un problème, on agit, on intervient, on a des outils, on éradique, on a le pouvoir sur l'armée et la gendarmerie, on envoie. Or, en plus, encore si c'était efficace, mais en plus c'est inefficace. Parce que ce qu'il aurait fallu faire pour les bouquetins du Bargy, c'est faire des analyses et vacciner, parce qu'en plus on n'était même pas obligé de les éliminer tous, vacciner des individus. C'est ce qui s'est passé pour le renard. Le renard, on a réglé le problème, pas du tout par l'éradication, parce que bon, bien sûr, vous avez le lobby des piégeurs de renards qui se sont donnés à cœur joie, parce que le renard, forcément, c'est un gibier, ils adorent dézinguer du renard, c'est vraiment
un plaisir d'éliminer ce genre d'animaux. Mais même en faisant ça, ça n'a pas réussi à régler le problème parce que vous avez toujours quelques animaux. Parce qu'en fait, vous créez des espaces vides et vous avez quelques animaux pionniers. Et parfois, ces animaux pionniers, quand vous avez un réservoir, ces animaux pionniers, ils ramènent la virus et rebelotent. En fait, ce qui fonctionne bien, c'est les politiques de vaccination. Et c'est ce qui s'est produit avec le renard. On a fait une politique de vaccination massive avec des appâts qu'on a distribués. Et c'est comme ça qu'on a réussi à régler le problème. Une autre question ou on arrête là? Bon, la dernière. C'est un copain. C'est Monsieur Belleville, éminent sapeur-pompier, qui nous vient de Montargis. Monsieur Belleville, bonsoir. Bonsoir Farid, c'était une entrée discrète, excuse-nous. Je vais juste revenir sur les maladies transmissibles. On parle de la rage, surtout ces derniers temps, là, avec le chien qui a fait un tour en Algérie et qui provoque beaucoup de bouleversements dans la région. Mais on parle aussi d'une maladie et qui est très peu connue, qui s'appelle l'échinokycose. Oui. Et l'échinokycose, c'est une maladie aussi dangereuse que la rage parce qu'il n'y a aucun traitement. C'est une maladie dormante qui se déclare au bout de 10 ou 15 ans ou 20 ans. Et une fois que cette maladie est déclarée, évidemment, il n'y a pas de traitement, ça s'attaque au foie, contrairement à la rage qui, elle, s'attaque au centre nerveux. Donc, et ça, on n'en parle pas du tout. On parle juste de la rage, alors que l'échinokycose fait autant de dégâts. Et il y a eu 3 cas d'échinokycose en France, avec 2 personnes décédées l'année dernière. Est-ce que tu peux rappeler comment elle s'attrape, cette maladie ? Alors, cette maladie s'attrape en fait de façon très simple. C'est de la contamination, on appelle ça une zoonose. Et c'est une contamination de l'animal sauvage à l'être humain directement, ou alors, je vous donne un exemple, le renard par exemple, qui va attaquer un poulailler. En passant dans le poulailler, il se frotte au grillage. Le chien de la propriété va donc faire un tour par là, il a senti l'odeur du renard, il va passer par le même endroit. Et donc, alors je ne sais pas si c'est un virus ou une bactérie, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, le support est sur le chien de la famille. Et donc après, les gens, il suffit de caresser le chien en fait pour attraper l'échinokycose, parce qu'on a toujours des petites plaies sur les mains, et donc ça suffit pour transiter. Il y a aussi, c'est aussi par les baies, je crois, ça peut se transmettre. Alors ça peut par aussi, l'urine. Par l'urine, comme la leptospirose, qui est la maladie surtout dans les milieux aquatiques et qui se transmet par les rats. Mais donc tout ça, c'est des maladies qui sont encore et qui existent encore chez nous et dont on ne parle pas autant qu'on pourrait parler de la rage. Mais elle fait tout autant de dégâts. Et mon deuxième propos, c'était que, effectivement, par rapport au monde politique, toutes ces situations sont bien difficiles à gérer et à leur faire comprendre, parce que, effectivement, ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous, citoyens, certainement. On sait bien qu'ils connaissent pas le prix d'une baguette, donc effectivement, connaître les modes d'action pour protéger le loup, c'est vraiment leur dernier souci. Mais ce que je pense, c'est que tout comme tout le monde, on pourrait faire changer les idées, nous, à notre échelle, par rapport déjà à nos enfants. En achetant des bouquins tout simples, comme arrêter de leur lire des histoires, par exemple, Le Grand Méchant Loup. Maintenant, il y a des artistes qui font des livres qui sont tout aussi intéressants avec Le Gentil Grand Loup, etc., etc. Et je pense que nous, par rapport à nos enfants, on peut déjà leur apprendre, comme on fait on leur dit de fermer le robinet d'eau quand on se lave les dents, la même façon, leur faire passer des messages et leur inculquer au moins une idée et mettre à bas toutes les idées reçues et les peurs ancestrales qui peuvent être en connotation avec le loup, le requin, etc. etc. Voilà. Très bien. D'ailleurs, vous avez ici une collection d'ouvrages qui sont à la bibliothèque, voilà, en lien avec les prédateurs. Certains sont de moi. Mais pas tous, mais les autres sont très très intéressants, notamment sur la cohabitation du loup avec les grands prédateurs en Europe, un sur le loup, un sur les grands carnivores en général, qui est très bien, de Hans Kruk, et un ouvrage que j'ai écrit sur l'ours, un colloque sur justement les enjeux de la cohabitation, et puis un petit ouvrage aussi qu'on ne trouve plus, hélas, il n'y a que chez moi qu'on peut le trouver parce qu'il est passé au pilon, pourtant... Bon, il est un peu intéressant, excusez-moi, sur ce coup-là. Donc si jamais il vous intéresse, il faut prendre contact directement avec moi. C'est Ours Lynx Loup Protection contre Nature. Voilà, si cela vous intéresse. Je vous remercie.